C'est un plaisir de savoir que vous êtes très nombreux au rendez-vous de notre rendez-vous de la semaine. Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour. Bienvenue à tous dans votre magazine Info 7. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine. Le président de la République l'a lui-même annoncé. Le remaniement du gouvernement, c'est pour bientôt. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo ne cesse de susciter des réactions au sein de la population congolaise. Madame, Messieurs, nous allons également aborder la question relative au processus électoral en République démocratique du Congo. Et c'est déjà parti pour les élections dans le délai constitutionnel, une assurance de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi le président de la République qui ne cesse de réitérer sa détermination d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Pour décortiquer l'actualité de la semaine, Madame, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau. C'est pour la toute première fois qu'il vient dans ce magazine qui décortique l'actualité de la semaine. Joël Kiana, qui est-il? Il est président national de la corporation, des urbanistes de la République démocratique du Congo. Bonsoir. Bonsoir Madame Noëlla. Vous allez bien? Je vais très bien. Bonne année à vous. Merci pareillement. Meilleurs vœux et surtout meilleurs vœux aussi à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre pour cette année 2023. Congo Web Télévision, Info 7 vous souhaite les meilleurs et vous souhaite également les meilleurs. Merci Madame. Comment se porte la corporation des urbanistes de la RDC? Oui, la corporation se porte tellement bien et tant donné qu'aujourd'hui, vous allez remarquer le question d'organisation spatiale, le question de la ville préoccupe au plus haut point les autorités en place. Nous observons à travers la ville les différentes actions qui sont lancées par les autorités relatives à l'organisation spatiale. Nous voyons les inondations, nous voyons les embouteillages, le désordre qui s'observe à travers la capitale. Eh bien, pour les urbanistes congolais, on s'est dit voilà, ça tombe à pic aujourd'hui. Cette question d'urbanisme est en train de préoccuper l'autorité. Eh bien, nous ne cessons de le dire, toutes ces matières, toutes ces questions relèvent de la compétence de l'urbaniste qui est le spécialiste attitré, approprié en cette matière. Et nous, urbanistes, nous sommes formés au Congo, nous sommes un corps et nous sommes là pour accompagner les autorités de la place. Déjà, par notre prestation, on s'est dit, nous sommes très valorisés par nous-mêmes. On n'attend pas que l'autorité nous valorise. Moi, je valorise ma profession à travers mes prestations, à travers mes points de vue. Je valorise ma profession. Eh bien, nous ne cesserons d'élancer le message, de dire aux autorités, pour des questions liées à l'organisation spatiale, faites appel aux urbanistes. Quand la ville est malade, il faut faire appel à l'urbaniste. Nous avons connu la Covid-19 aussi en 2019, on a fait appel. Jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de la Covid-19. Eh bien, on a fait appel à un virologue. Aujourd'hui, les villes congolaises sont malades. Les villes congolaises sont malades. Les villes congolaises sont malades. Et pour... Avant d'entrer dans le détail, et que vous allez quand même expliquer à cette population qui est en train de nous suivre comment est-ce que les villes sont malades, mais dites-nous d'abord qui est urbaniste. Parce qu'aujourd'hui, il y a des confusions. On a des urbanistes, on a des architectes. Mais je veux vraiment, vous, en tant que président, que vous puissiez un peu faire la différence entre un urbaniste et un architecte. Oui, merci beaucoup, madame. Donc, l'urbaniste, pour le téléspectateur qui nous suit en ces moments, l'urbaniste, c'est ces spécialistes qui s'occupent de l'organisation de l'espace. De l'espace. De l'espace, et généralement l'espace urbain. Et avant de définir qui est un urbaniste, je vais aussi donner une explication sur ce que c'est l'urbanisme. L'urbanisme, c'est la science et la technique de l'organisation de l'espace. Si aujourd'hui nous voyons des grandes villes à travers le monde, Dubaï, Paris, Shanghai, Guangzhou, la manière dont ces villes sont organisées, c'est l'urbaniste qui a donné sa vision, qui a donné le coup, le goût, pour que la ville soit organisée de telle manière. Et c'est l'urbaniste qui est le spécialiste de cette organisation spatiale. Et l'architecte, maintenant, tous nous sommes activistes, sinon nous sommes acteurs de la fabrique urbaine, mais à des échelles différentes. L'urbaniste, l'architecte, c'est le premier collaborateur de l'urbaniste. Parce qu'après avoir élaboré mon plan du quartier, mon plan de la ville, après avoir décrit
les différentes affectations, les zonages, c'est à l'architecte, à son tour, de venir mettre en application ce que moi j'ai élaboré comme plan. Je pars par un exemple concret. J'élabore le plan d'urbanisme, sinon le plan local de l'urbanisme de la commune de Lingwala. Moi, à mon niveau en tant qu'urbaniste, parce que je suis dans le macro, je suis dans le grand ensemble. Alors l'architecte, il est dans le micro. J'ai dit, à cet endroit, il faut qu'il y ait un équipement scolaire. À cet endroit, il faut qu'il y ait de logement. À cet endroit, il faut qu'il y ait telle activité, tel équipement. Et quand l'architecte élabore son plan pour un espace X, il doit se référer à ces documents que l'urbaniste a élaborés. Donc, dans le processus de l'organisation spatiale, les interventions se suivent. Comment est-ce que vous arrivez à collaborer avec, parce qu'il y a l'ordre des architectes qui existe? Oui, il y a l'ordre des architectes, mais vous allez remarquer que la question d'organisation spatiale relève de la compétence de l'autorité, à travers un ministère ayant en charge l'urbanisme dans ses attributions de l'urbanisme et habitat. Et quand l'architecte est en train de concevoir son plan pour un privé, pour un particulier, pour l'État, et il part solliciter ce qu'on appelle le permis de construire. Cette sollicitation de ces documents-là, avant qu'on octroie un permis de construire à un architecte, la logique, la démarche simple, c'est d'interroger le document qui a été élaboré par l'urbaniste. Parce qu'après avoir élaboré un document qu'on appelle plan d'urbanisme, ce document devient une loi, devient une force. Ce document est opposable à tout le monde. Mais est-ce que soit président de la République... Pardon, madame? Est-ce que la démarche est respectée dans nos villes? Cette démarche-là. Malheureusement, il s'observe un désordre, une crise managériale à travers l'organisation spatiale. Cette démarche n'est pas respectée. Nous avons un ministère... À qui la faute? La faute, c'est à l'autorité parce que toute cette matière, toutes ces questions relèvent de la compétence de l'autorité. Parce que moi qui suis privé, je ne peux pas m'hasarder à occuper un espace de façon hasardeuse. Il y a toujours une autorité à des échelles bien précises qui me donne l'autorisation, qui me donne la possibilité d'occuper un espace. Quand bien même cet espace est frappé de servitude de non-aedificandi. Vous allez remarquer dans tout le document que nous obtenons à travers les services de l'État, vous allez remarquer à l'emblème de la République démocratique du Congo, on écrit RDC, ministère du tutelle, et vous avez des cachets secs, vous avez des emblèmes. C'est-à-dire les actes que posent ces agents de l'État à travers l'organisation spatiale, eh bien, ils engagent l'autorité de l'État. Ils ne signent pas en tant qu'individu parce que ce document, c'est l'emblème de la République démocratique du Congo. Vous avez parlé tantôt des maladies des villes de la République démocratique du Congo. Et quelles sont ces maladies? Les embouteillages, la bidonvillisation, les constructions anarchiques, les inondations, la liste n'est pas exhaustive, madame. Et comment relever le défi au jour d'aujourd'hui? Comment relever les défis? D'abord, il faut faire appel aux spécialistes. Et il faut identifier les maladies. Quand vous allez à l'hôpital, rencontrer un médecin... Mais vous avez déjà identifié les maladies. Mais c'est à l'autorité maintenant de procéder par poser des actes. Nous voyons comment est-ce que l'autorité est en train de procéder des actes d'opérationnalisation à travers la ville de Kinshasa, des démolitions, des opérations de curage. Mais dis-moi, il y a maintenant un problème de coordination et de suivi. Deux fois, nous déplorons les décisions en matière d'organisation spatiale à Kinshasa. Elles sont conjoncturelles, elles ne sont pas structurelles. Aujourd'hui, nous voyons le gouverneur, nous saluons sa démarche en démolissant, en évacuant les artères, les emprises de la voie publique. Est-ce que cette démarche sera respectée après 10 ans? Est-ce que cette démarche sera respectée après le départ du gouverneur Ngobila? On a vu ici Jean Kimbunda, on l'appelait Jean Biboukabuka. Il a démoli les constructions non appropriées. On a vu le gouverneur André Kimbuta. Il a démoli Tembe na Tembe. Et aujourd'hui, on voit les actions que mène le gouverneur de la ville de Kinshasa pour démolir ces constructions. Nous voulons que les décisions, nous souhaitons que les décisions en matière d'organisation spatiale ne soient pas des décisions conjoncturelles. Conjoncturelles, c'est-à-dire il faut faciliter la population. Oui, c'est-à-dire parce que le chef de l'État a dit, parce que nous allons recevoir le pape,
parce que nous allons organiser la francophonie, parce que nous allons organiser cinquantenaire, parce qu'il y aura des autorités. Madame, je vous donne un exemple. Si nous allons recevoir le lundi ou le mardi 5 chefs d'État africains ici à Kinshasa, nous allons voir comment est-ce que la police va se déployer. Il n'y aura pas d'embouteillage. Il n'y aura pas d'embouteillage. La circulation sera fluide. La circulation sera fluide. Pourquoi? Parce qu'on dit, nous allons recevoir 4 chefs d'État, nous allons recevoir le pape, nous allons recevoir le roi. Vie quotidienne. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, c'est une démarche structurelle. Ça continue comme ça. Au fait, au fond, si vous allez plus loin, vous allez remarquer qu'à Kinshasa, il n'y a pas d'embouteillage. À Kinshasa, il n'y a pas d'embouteillage? Oui, alors que nous vivons dans les embouteillages, ce matin même, il y avait des embouteillages. Il y a le désordre. Je vous donne un exemple. Qui sont à la base de ces désordres? Nous, population, et agents commis à organiser, à structurer ces embouteillages. Donc la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Je vous donne un exemple. Je quitte en chez moi. Mots parce qu'on doit prendre le premier dossier. Oui, je quitte chez moi à Bandalou, moi je quitte chez moi à Ngiringiri, je passe l'hôpital du cinquantenaire, je vois plus loin là-bas, juste à l'entrée de camp Colonel Kokolo, il y a un bouchon. Vous vous posez la question, mais ce bouchon est dit à quoi? Et vous allez plus loin dépasser l'église Notre-Dame de la République, il n'y a rien. Donc les embouteillages se font observer dans le nœud de mobilité. Mais curieusement, la plupart de coins où il y a des embouteillages, on trouve 5-6 roulages qui sont là. Quelles sont leurs missions? Leurs missions, c'est pour déranger, c'est pour tracasser ou c'est pour réguler la circulation? Également, c'est pour réguler la circulation. Mais vous et moi, qu'est-ce que nous observons? On les appelle PCR, police de circulation routière. Mais qu'est-ce que nous observons? C'est-à-dire, nous disons ceci, les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, le monde évolue. Kinshasa avoisine plus de 15 millions d'habitants. C'est la première ville la plus peuplée d'Afrique aujourd'hui, avec les statistiques que nous avons. Mais malheureusement également, la situation de la circulation routière, on en parle presque chaque jour. Mais est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que les autorités compétentes font la sourde oreille? Ils ne font pas la sourde oreille. Ou c'est au-delà de leurs compétences? Non, non. Mais comment peut-on expliquer? L'organisation spatiale relève de la compétence de l'autorité. Le problème, c'est lequel, madame? Dans une ville où vous avez plus de 15 millions d'habitants, on ne peut plus faire déplacer les gens par des voitures qui prennent 4-5 personnes. C'est-à-dire quoi? Nous devons aller dans une mobilité multimodale. Nous avons le train, nous avons l'eau, nous avons la voirie. Y a-t-il un projet pour la construction de chemin de fer? Nous la prenons et nous attendons voir la réalisation. Mais du moins, avant 60, vers les années 70, vers les années 60, on a connu des lignes de chemin de fer ici à Kinshasa qui faisaient déplacer la population des Matete, de la Tchangou vers le centre-ville. Les lignes existent, mais allez voir comment se comportent ces lignes de chemin de fer. Il y a un projet en cours. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. L'Algérien nous a réservé un accueil chaleureux. En tant qu'équipe nationale de la République démocratique du Congo, nous venons en conquérant. C'est tout à fait normal. Et on a gagné 2 fois le CHAN. Il est tout à fait clair que nous venons en conquérant pour une 3e étoile. Donc les ambitions sont claires. Après, le foot reste ce qu'il est. Hein. Entre ce qu'on prévoit et ce qui arrive, il peut y avoir un décalage. Mais l'effort est que nous puissions être non loin de nos objectifs. Nous avons lancé un communiqué depuis 4 jours et aujourd'hui c'était donc le deadline. Il fallait débarrasser toutes les emprises le long du boulevard Mouma, sur le tronçon compris entre l'aéroport de Njili
jusqu'à la première rue limitée. C'est ce que nous avons fait. Vous avez vu donc l'équipe de l'hôtel de ville, il s'agit de moi-même, vice-gouverneur, ou de Jonathan Kassongo. Elle s'affiche complète. Donc nous sommes tous là. Les policiers nous ont assistés. On a fait travailler 1000 policiers. Nous avons fait travailler également l'unité spéciale de la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Nous avons débarrassé des emprises publiques de tous les vendeurs. Et on a aussi évacué donc, les étables qui encombraient cet espace. Donc l'opération s'est faite avec beaucoup de succès. J'aimerais ici remercier la police ainsi que tous les services de la ville qui ont fait un travail de titan, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis pratiquement 3 heures du matin pour en découdre définitivement avec ces mauvaises pratiques d'étaler la marchandise sur les emprises publiques, sur les caniveaux et sur les trottoirs également. Et nous avons aussi débarrassé donc, des trottoirs, le véhicule qui devenait de plus en plus encombrant, et surtout le gros véhicule, hein, les semi-remorques également. Nous les avons donc remorqués avec les engins de la ville. Nous avons commencé depuis Belle Lurette, une opération d'embellissement de cette avenue. Nous avons mis déjà des barrières des villes et nous avons également planté de la pelouse. Nous avons aussi fleuri plusieurs espaces le long de cette avenue. C'est ce que nous allons continuer à faire, surtout que depuis l'arrivée de mon adjoint, donc le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, nous affichons donc une équipe compacte qui fait du bon boulot. Donc nous espérons que dans les jours qui viennent, cet espace sera complètement assaini et complètement également embelli. Merci de nous avoir accompagnés à l'occasion de la première audience du tribunal des pairs dans l'affaire qui oppose mon client, le journaliste Peter Tiani, à M. Lambert Mende. Comme vous l'avez vu, Peter Tiani a déféré à l'invitation de la corporation pour rendre compte des faits qui lui sont reprochés par un citoyen congolais. Il ne s'est pas considéré au-dessus des lois. Il a répondu à l'invitation de son juge naturel. Nous devons aussi saluer le fait que M. Lambert Mende, par l'entremise de ses avocats, mes excellents confrères, ait aussi reconnu la compétence du tribunal des pairs en venant y comparaître pour soutenir leur plainte. L'audience de ce jour a donc consisté au fait que les plaignants a pu articuler les griefs ou les reproches qu'il a à l'encontre de mon client, et nous avons su, en cette première audience, développer quelques arguments de procédure pour nous permettre d'avoir un débat loyal et contradictoire et avoir tous les éléments de preuve qui, aux prochaines audiences, nous permettront de nous défendre à armes égales. Sur ce, le tribunal de pairs a suspendu la procédure, le temps de recueillir les éléments de preuve que la partie plaignante voudra bien lui apporter, nous permettre aussi d'en prendre connaissance et de nous préparer en conséquence. Et sur ce, désormais, en ce qui concerne cette procédure, dès lors que le tribunal des pairs a été saisi, mon client Peter Tiani n'aura plus à répondre à qui que ce soit à ce sujet. Veuillez vous adresser à moi chaque fois qu'il sera nécessaire dans cette question des plaintes. Je vous remercie. CHAN 2023, c'est cette compétition qui se tient, qui se passe en Algérie. Un pays africain, la République démocratique du Congo est également dans la course. Joël, comment trouvez-vous d'abord déjà la prestation de la République démocratique du Congo pendant ces séances d'entraînement? Merci beaucoup, madame, pour cette occasion. Je souhaite d'abord bonne chance
à nos léopards pour cette énième édition de la CHAN Algérie 2023. Je crois que cette question de léopards, sinon de l'industrie footballistique au Congo, ne cesse de préoccuper tout le monde. Que vous soyez footballeur, que vous soyez opposant, que vous soyez de la majorité de la société civile. Là, c'est le pays qui oui, donc c'est ça. Et c'est ça d'ailleurs la particularité du football. Dans le football, on n'est plus de gauche, on n'est plus de droite, on n'est plus de la Mouka, on n'est plus de l'UNC, on est congolais. Il n'y a que le football et je crois la musique qui nous unit ici au Congo, en dehors des autres domaines. En tout cas, nous souhaitons une bonne chance, mais du moins, nous sommes inquiets. Moi, personnellement. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est chaque jour que nous déplorons le préparatif, l'organisation. Vous allez écouter dans les médias, l'entraîneur n'est pas bien traité, il n'a pas encore signé son contrat, la prise en charge des athlètes. Donc, voyez un peu. Alors, toutes ces questions-là montrent à suffisance que le secteur footballistique n'est pas prise en compte, madame. Aujourd'hui, l'industrie du football génère beaucoup de recettes à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons pris l'exemple, il y a l'une des stars du football qui a été vendue 200 millions de dollars. Donc, un seul individu, en une année, il a 200 millions. Donc, pour cette star-là... Les autorités de la RDC n'ont pas encore compris la place qu'il faut donner au football? Je ne saurais pas dire oui ou non, mais nous avons vu comment est-ce que l'industrie footballistique congolaise zaïroise a évolué à l'époque. On a vu comment est-ce on avait des championnats. Les championnats de la RDC du Zaïre étaient parmi les 3 premiers championnats. On avait un Vita, on avait un Imana, on avait un Mazembe. On parlait quand même de la RDC au niveau africain. Au niveau local d'abord, sans sortir, sans aller au niveau international. On avait des trésors pour tout, on avait des rooms, on devait capitaliser cette dimension-là. Madame, à travers la ville de Kinshasa, vous trouverez des jeunes de 5 ans, 10 ans, 8 ans qui vous jouent au football local. Qui ont besoin de l'encadrement. Qui ont besoin de l'encadrement. Aujourd'hui, vous allez remarquer à travers le monde qu'on appelle entre guillemets civilisé, modernisé, chaque province a une équipe. Nous avons 26 provinces aujourd'hui, chaque province devait avoir une équipe. Nous avons autant d'universités, chaque université devait avoir une équipe de football, de volleyball, de basketball. Même dans les complexes scolaires. Dans les complexes scolaires. À un moment, il y avait même des tournois scolaires. Il y avait des tournois scolaires. Je ne sais pas, nous ne le voyons plus. Et c'est cette industrie-là, c'est cette compétition-là qui fera à ce que la politique footballistique puisse dénicher, découvrir des talents. Aujourd'hui, pour une équipe forte. Pour une équipe forte. Donc, c'est-à-dire la sélection. Au Congo, je ne sais pas. Je ne sais pas si Oudjan existe encore. C'est une école de football qui était au stade Tata Raphaël. Je ne sais pas, avec tout ce qui s'organise pour la francophonie, je ne sais pas si l'école existe. Nous avons une autre école à Lubumbashi, l'école de Mazembe. Voyez un peu. Et on voit comment est-ce que Mazembe a excellé. Mazembe continue à exceller. Pourquoi? Parce que cette équipe, ce club a mis du sérieux en matière de football. Je ne suis pas professionnel de football. Mais vous regardez quand même, vous êtes amoureux du football. Oui, nous sommes tous amoureux, vous voyez un peu. Qui est ce jeune Congolais qui ne sera pas cette amoureux? Compétition à l'Algérie CHAN 2023, la RDC participe. Quelles sont les chances que vous accordez à l'équipe congolaise? Parce que déjà, vous avez quand même une idée des équipes qui participent à cette compétition. Oui. Et surtout les équipes qui sont dans un même groupe. Oui, j'ai dit bonne chance à la RDC. Généralement, nous avons une bonne équipe sur papier. Sur papier? Oui, généralement. Nous avons une bonne équipe sur papier. Chaque athlète, là où il évolue, il preste bien. On voit la prestation de X, la prestation de Y. On s'est dit, on imagine, quand on le met ensemble, ils vont jouer. Maintenant, il nous reste une bonne cohésion et un bon encadrement. Parlons maintenant de la ville-province de Kinshasa. Le président de la République, Félix Tshisekedi, était face aux bourgmestres de la capitale, les bourgmestres qui ont été nommés dernièrement et qui ont déjà commencé le travail. Mais au sortir de cette audience, le gouverneur de Kinshasa a fait savoir qu'il a sorti la capitale congolaise, Kinshasa, de la liste des villes les plus sales du monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gentilly Ngobila?
Merci beaucoup. Je crois que cette question de nomination de bourgmestre a suscité beaucoup de préoccupations à travers la ville. X ont salué, X ont dit non, voilà, il y a eu complaisance. Mais c'est le choix de l'autorité, c'est à l'autorité de décider. Il a nommé des bourgmestres qui ont une mission. La mission, c'est de rendre la ville de Kinshasa la ville moderne. Parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est appelée ville de nom. Quand on met en compte, on prend les critères d'une ville. Non, on ne peut pas compter Kinshasa. Non, on peut dire la ville de Kinshasa. Oui, c'est parce que au Congo, c'est l'autorité qui élève une entité au rang d'une ville. Kinshasa étant la capitale de la République démocratique du Congo, eh bien, nous disons Kinshasa est une ville. Mais aujourd'hui, à travers les performances des villes, Kinshasa, aujourd'hui, je suis surpris de constater que le bourgmestre a dit et le gouverneur a dit. Donc nous avons sorti Kinshasa de la liste des villes les plus sales du monde. Eh bien, madame, je salue cette information. Je dis félicitations, cher gouverneur, parce que c'est l'autorité qui nous a informés. L'information de l'autorité, elle est véridique. Vous voyez un peu, nous saluons. Mais nous disons ceci. Et qu'est-ce que vous dites de l'autorité? Il y a un grand défi pour cette ville. Il y a un grand défi pour cette ville. En 60, Kinshasa a été conçu pour 400 000 habitants. Plus de 60 ans après le départ de Belges, nous voyons comment est-ce que la ville de Kinshasa est en train d'évoluer. La spatialisation de la ville de Kinshasa. On observe un désordre. On observe une crise managériale. On observe une difficulté de coordination. Nous avons vu le gouverneur Ngobila lancer l'opération Kimbopeto. Aujourd'hui, plus d'une année après, quel est le résultat de Kimbopeto? On laisse le poids au gouverneur. Il n'y a pas une collaboration parce que la gestion de l'espace, elle est pyramidale. Aujourd'hui, le développement de la ville doit commencer au niveau de la base. Mais Kinshasa, on dit que Kimbopeto, c'est l'affaire de tous. Le gouverneur, nous voyons quand même sur terrain, à travers les artères, il y a des gens qui balayent par-ci par-là. Mais quand vous revenez le matin, est-ce que c'est le gouverneur qui vient encore jeter les choses à même les sols, déféquer par-ci par-là? Est-ce que c'est le gouverneur qui vient de faire? Madame, c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée, nous l'avons toujours dit. Je suis d'accord avec vous. Kimbopeto ne doit pas se résumer au balayage de riz, au curage de caniveaux. C'est un processus. C'est un concept où il y a l'infrastructure, la lutte contre le coulage des recettes, Kimbopeto, c'est un concept qui regroupe beaucoup de choses. Kimbopeto est au-delà même de la salubrité, sinon de l'évacuation des déchets. Kimbopeto va même au niveau de la voirie. Parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'ordre public, se résume par les 3 concepts. Dans l'ordre public, nous avons la salubrité publique. Dans l'ordre public, nous avons la sécurité publique. Dans l'ordre public, nous avons la tranquillité publique. Et qu'est-ce qui se passe à travers la ville de Kinshasa? Nous voyons le Kuluna. Nous voyons la salubrité. Nous voyons la tranquillité. Tout ça, ça fait partie de l'ordre public. Donc, Kimbopeto a une vision de rétablir l'ordre public. Et entre autres, la salubrité. Comment faire évacuer les déchets? Quelle est la politique qui a été mise en place? Il y a d'abord le préalable, la voirie, l'accessibilité. Nous avons des quartiers, des zones, des cités où même nos papas pousseurs ont la difficulté d'accéder dans certaines avenues de la capitale. Je prends l'exemple, vous êtes sur 24, vous allez vers Upen, du côté gauche, vous avez une zone en pente. Vous êtes sur 24, vous voyez des maisons construites là-bas. Dis-moi, que le pousseur qui va accéder pour récupérer les immondices. Voilà pourquoi le gouverneur, quand il est arrivé, il a créé quand même quelques routes. Les routes qui n'existaient pas, il a créé. Nous saluons les efforts du gouverneur. Mais dis-moi, je l'ai dit tantôt ici, l'organisation spatiale, sinon les décisions en matière d'organisation spatiale, ce sont des décisions, ce ne sont pas des décisions conjoncturelles. Ça doit être des décisions structurelles. Merci. Après Ngobila, après je ne sais pas Kimbuta, après Kimbunda, la ville doit évoluer. Merci beaucoup, madame, messieurs. Prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine Info 7. L'organisation de la francophonie dans la capitale de la RDC, ça divise les Congolais. Certaines personnes estiment que
la RDC ne devrait pas donc prendre cette responsabilité au regard des enjeux surtout sécuritaires qui impliquent plusieurs pays, la situation dans la partie est de la RDC. Quelle impression? Nous, au niveau de la police nationale congolaise, nous avons une bonne impression. Nous restons avec cette bonne impression chez nous, puisque moi-même, en tant que membre du comité du pilotage, nous avons effectué les tours avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en commençant par le stade Tata Raphaël, le stade des Martyrs, et on a fini par visiter les centres sportifs de la police nationale congolaise. Je pense qu'il est sorti, il est rentré lui-même très satisfait avec cette installation du centre sportif de la police. C'est fini complètement. Il a vu la capacité d'accueil, les vestiaires, les salles de fitness et tout, les bureaux de sécurité, tout ça. En tout cas, le Premier ministre est rentré très satisfait. Nous-mêmes sommes restés avec une bonne impression. Nous étions ici au mois d'octobre de l'année passée et nous avions promis de faire un suivi sur les travaux qui doivent s'exécuter. Nous avons fait aujourd'hui 2 sites principaux, le site Tata Raphaël ainsi que le site du stade des Martyrs, qui vont accueillir plusieurs disciplines qui vont se dérouler dans le cadre de ces Jeux. Et d'autres sites, bien sûr, restent à visiter. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Parce que nous avons des équipes qui nous suivent et qui nous accompagnent, et nous les remercions pour cela, dans le cadre de la francophonie. Mais à côté de cela, nous voulons que les autres préparatifs aussi puissent prendre cours. Vous savez qu'à côté de cela, nous avons une préparation sportive à avoir de notre côté par rapport à nos différents athlètes qui vont compétir. Mais nous avons aussi des préparatifs en termes de déroulé, en termes de jours d'ouverture qui doivent aussi commencer à se préparer. Et donc on doit s'assurer que tout cela reste en phase. Nous avons des travaux qui s'exécutent aussi au niveau de l'université de Kinshasa, que nous allons aller visiter aussi prochainement, parce que là ce sont des sites d'hébergement qui sont prévus et quelques autres sites en termes d'entraînement. Nous allons par la même occasion aussi visiter une salle Omnisport qui a été faite dans le cadre de la collaboration JICA avec des Japonais et la police nationale congolaise, qui peut prendre aussi 5 disciplines. Et nous voulons nous assurer que dans le cadre de toute cette organisation, nous puissions aussi mettre à profit cette infrastructure-là. Donc nous serons au niveau de la police nationale congolaise pour visiter aussi cette infrastructure-là. Pour le reste, nous allons encore tenir des séances de travail avec tous les entrepreneurs qui sont en plein ouvrage, et aussi les différents ministères sectoriels qui sont concernés, pour qu'on s'assure que non seulement le chronogramme soit de nouveau bien étudié et que le suivi financier aussi se fasse. Un groupe de présumés bandits, dont 3 sujets chinois et 1 Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés à la gouverneure de province lundi 9 janvier 2023. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, son Excellence Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Les éléments de sécurité ont réussi à mettre la main aussi sur plusieurs armes à feu dont ces hommes se seraient servis pour assouvir leur soif criminelle. Marie-Thérèse Masuka Saini s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province, tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir
aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe. Nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur, car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire. Joël Kiana, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de la francophonie? Merci beaucoup, madame. Ce que nous pouvons retenir de la francophonie, en dehors de l'organisation du jeu de la francophonie, nous devons reconnaître que la République démocratique du Congo, c'est le deuxième pays francophone au monde. Voyez un peu. Donc, c'est-à-dire, nous symbolisons vraiment, en tout cas, l'image de la francophonie. Et en rapport avec le jeu, le 9e jeu de la francophonie qui va se dérouler à Kinshasa, nous avons vu toutes les difficultés que cette organisation a connues. Il y a eu des reports en report au regard de beaucoup d'éléments liés d'abord, beaucoup de pesanteurs liés à l'organisation, avec la contrainte de la Covid et autour des équipements que détiennent la RDC. On venait de parler ici de l'industrie footballistique. Aujourd'hui, nous voyons, on a vu ce qu'a fait nos amis qataris. Ils ont construit des équipements, des grands équipements très modernes. Aujourd'hui, ce jeu de la francophonie, je crois que c'est une occasion, c'est une aubaine pour la RDC de revoir sa politique sportive à travers toutes les disciplines possibles pour redorer l'image de la RDC. Aujourd'hui, nous jouons la CHAN. Nous sommes 2 fois champions de la CHAN. Nous sommes champions d'Afrique. Nous avons participé à de grandes compétitions à travers le monde. Aujourd'hui, le Stade Tata Raphaël a connu un événement du siècle avec le combat à Ali Foreman en 1974. Allez-y voir comment se retrouve cet équipement-là. Si ce n'était pas la francophonie, cet équipement n'allait pas être réhabilité. Donc pour moi, la francophonie, c'est une occasion pour que la RDC puisse revoir sa politique sportive à travers la construction des équipements, à travers l'identification de capacités, de potentiel que détiennent le jeune Congolais, jeunes garçons, jeunes filles, à travers les différents disciplines. Vous encouragez l'organisation des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, mais il y a des voix qui s'élèvent pour dire que organiser la francophonie en RDC, c'est encourager la France à continuer à soutenir les rebelles qui déstabilisent la partie est de la RDC. Oui, merci beaucoup, madame. J'encourage l'organisation de ces Jeux parce que c'est l'image de la République démocratique du Congo qui est vendue positivement à travers le monde. Mais vous ne trouvez pas que ces voix ont aussi raison? Parce que parmi les pays qui agressent aujourd'hui, il y a même 2 voix qui citent même la France. Oui, madame, vous allez remarquer à travers le monde, aujourd'hui, dans les grandes nations, dans les grandes démocraties, les organisations de Jeux, les organisations de compétition ne relèvent pas directement de l'influence politique du pays. Nous avons la FIFA qui n'a rien à voir avec la politique mondiale. Nous avons des organisations sportives footballistiques. Voyez un peu, s'il faut mêler l'organisation du jeu de la francophonie à la politique du gouvernement français face à l'agression que le voisin est en train de nous infliger, je ne sais pas faire... donc il faut savoir dissocier la politique. Il faut savoir dissocier parce que tout ne doit pas être politisé. Voyez un peu, je suis d'accord pour le jeu de la francophonie. Aujourd'hui, on en parle de la diplomatie agissante. Excusez-moi d'employer ces termes, mais du moins, la diplomatie, au-delà de tous ces balais diplomatiques, c'est à travers également ces différentes activités internationales qu'on va vendre positivement la République démocratique. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, après des reports en report, vous pensez qu'avec tout ce qu'on voit, l'évolution de travaux, la RDC sera prête
pour ce rendez-vous? Avec l'engagement que vient de prendre, que nous observons, ce qui se fait aujourd'hui, nous voyons, nous observons les différents descentes des autorités pour motiver, pour booster, que le travail se fasse très vite pour que l'organisation se fasse, eh bien à mon niveau, je ne trouve aucun inconvénient si aujourd'hui les équipements, sinon les sites qui ont été retenus pour héberger les athlètes, pour organiser les différentes compétitions sont prêts. Je ne vois pas à quoi est-ce qu'on ne va pas organiser les Jeux de la francophonie aujourd'hui. On n'a pas que la francophonie et un RDC, madame. Nous avons organisé beaucoup d'activités continentales ici au Congo, ici au Zaïre. La francophonie, Zaïre, ce n'est pas une première. C'est pas une première. C'est la continuité. C'est la continuité. On a organisé beaucoup d'activités continentales ici en RDC. Vous avez suivi cet élément qui nous montre l'arrestation de 3 Chinois et un Congolais pour meurtre, mais aussi extorsion d'argent. Quelle est votre réaction face à cette situation d'insécurité? Ma réaction, c'est d'abord une réaction de regret. Voir des gens qui viennent pour investir, mais qui les se gens mettent... qui viennent pour investir, voir, je ne sais pas, on a cité les montants, 590 000 $ en liquide. Ce sont des montants que nous voyons dans des films américains. Mais aujourd'hui, on voit 3 paisibles chinois venir investir au Congo avec la complicité des Congolais, braquer, tuer les gens. Et moi, je salue l'effort que fournissent nos agents de la sécurité, la police, l'armée, avec les difficultés en termes d'équipement, en termes de prise en charge. Mais ils arrivent quand même à arrêter un groupe de gens avec 590 000 $. Ils pouvaient se dire, bon voilà, on se retrouve face à cette somme exorbitante, et bien récupérons l'argent, partons. Voyez un peu, on sent quand même cet engagement des agents de la sécurité. Et du moins, nous souhaitons à ce que le gouvernement en place puisse accompagner ces policiers et ces agents de la sécurité. Voilà ce que je peux dire autour de ça. Il y a même des gens qui estiment que ces genres de cas-là, il n'y a pas seulement ces cas, il y en a aussi autant à Kinshasa comme dans d'autres provinces. À Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi, surtout dans des villes où il y a concentration d'activités économiques et commerciales, où vous avez des opérateurs économiques, nous connaissons tout ce genre de cas. Et c'est déplorable et malheureux, madame. Madame, messieurs, prenons un autre dossier de notre rendez-vous de la semaine. C'est du vrai, les délégations des fédéraux de l'UDPS de l'intérieur, ceux de l'extérieur et de Kinshasa, l'exécutif du parti, la 9e composante de la Convention démocratique, Commission Égalité Hommes et Femmes, et la délégation de l'école du parti, sous la conduite du chef du parti Augustin Kabouya, ont rencontré ce mercredi 11 janvier 2023 la haute autorité des références du parti, le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui, en dépit de ses multiples occupations, a tenu à honorer sa parole donnée. Occasion pour Monabouté de lui témoigner la reconnaissance de l'équipe. Excellence, Monsieur le Président de la République, d'entrée de jeu, nous tenons à vous remercier sincèrement. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté d'accomplir votre promesse faite avant notre descente à Kissantou. Tour à tour, les représentants des délégations ont présenté les vœux de longévité, succès, sécurité et réussite au premier des citoyens congolais avant de lui soumettre des désiderata. Unanimement, et en présence de la haute autorité des références de l'UDPS, toutes les délégations n'ont pas hésité au cours de leurs allocutions respectives de reconnaître le leadership éclairé de Augustin Kabouya. Mais le chef ne voudra pas réagir aux préoccupations de l'assistance sans rétorquer aux vœux lui présentés. À tout seigneur, tout honneur, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, combattantes et combattants, avant toute chose, laissez-moi vous retourner aussi, vous réciproquer mes vœux, les meilleurs. Par ailleurs, Félix Tshisekedi, haute autorité des références du parti, s'est dit heureux de constater qu'en dépit de la conjoncture, les siens continuent à croire en lui. Plus encore, ils se sont ligués derrière lui pour la matérialisation de son rêve, qui est celui des pères fondateurs, de voir la RDC, ancien Zaïre, devenir un havre de paix et de démocratie.
Même si Fathi sait que le Congo est sauvé à travers notamment sa diplomatie agissante, cela ne lui empêche pas d'exhorter ses hommes à ne pas baisser la garde, car le combat a changé de forme, a martelé celui que les militants du parti au pouvoir ont surnommé Roi Soleil. Les Rois Soleil, les Zouloukables, Lazare est ressuscité. Lazare est ressuscité. À tous, Fathi a recommandé la patience avant de voir les bouts du tunnel, tributaire notamment de la matérialisation de l'ambitieux programme de développement à la base de 145 territoires. Vous devez savoir que tout membre de l'UDPS ayant bénéficié d'un poste est au service des autres et devra tout mettre en œuvre pour combattre la corruption. C'est en ces termes que Fathi s'est adressé aux mandataires et nouveaux bourgmestres issus de l'UDPS. Se joignant à l'Assemblée, la haute autorité de référence du parti, Félix Tshisekedi, a adoubé le plein pouvoir de Augustin Kabouya à la tête de l'UDPS, récemment renforcé aux assises de Kisantu. Mais aussi a-t-il demandé à tous de se soumettre. L'objectif étant de voir le parti de Feu Etienne Tshisekedi évoluer dans un élan de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Alors, la question de Moïse Katumbi, qui a demandé aux gens de quitter le gouvernement. Vous savez que moi, j'étais membre de G7. Nous avons été appelés à démissionner. Moi, j'étais aussi président du groupe parlementaire. Même si c'était petit poste, nous avions été amenés à les quitter. Parce qu'à ce moment-là, il y avait un idéal. Nous étions dans un combat contre le troisième mandat. C'était un combat pour la nation congolaise. Mais aujourd'hui, me demander, moi, Moïndo Nzangi, de démissionner du gouvernement, puisqu'un candidat président de la République doit avoir un discours, puisqu'apparemment, pour être élu, il faut être de l'opposition. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un doit abandonner le gouvernement pour donner à quelqu'un d'autre un discours comme candidat président. Voilà pourquoi je n'allais pas accepter de quitter. Surtout que j'ai conduit des réformes majeures et que le président de la République ne m'a jamais interdit de pouvoir dérouler la politique de l'enseignement supérieur universitaire que je suis en train de mettre en place. Et surtout, que j'ai un bilan à défendre. Alors donc maintenant, vous voulez que je quitte aujourd'hui et puis je vais aller dire aux gens, voilà, ce gouvernement-là. Alors, je vais encore dire, ce gouvernement-là, voyez, c'est un gouvernement qui n'a pas bien travaillé, alors que moi-même, j'ai travaillé dans ce gouvernement. C'est quelle contradiction? Ça va être une contradiction. Donc moi, j'ai choisi de défendre mon mandat, de défendre mon bilan, qui est celui de l'exercice des fonctions que j'ai pu exercer comme enseignement supérieur. Élection en République démocratique du Congo, l'heure est aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Joël Kiana, vous avez suivi le PPRD de Joseph Kabila. A dit ne pas être concerné par le processus d'enrôlement et d'identification et d'enrôlement des électeurs. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision? Des élections en République démocratique du Congo. D'abord, j'aborderai cette question autour d'un élément qui a toujours challengé un peu ma perception, sinon la façon de voir les choses. Les élections, dans le contexte selon lequel elle est organisée au Congo, en tout cas ne profitent pas au développement du Congolais, au développement du Congo. Ah bon? Oui, madame. Mais toutes ces personnes qui viennent, même quand vous suivez les politiciens, ils parlent toujours de développement, nous venons pour changer les choses, nous venons pour... C'est le développement qui passe en premier, non? Oui, c'est le discours de campagne. C'est le discours du candidat qui sollicite le mandat auprès du souverain primaire. Mais le modus operandi de cette élection ne profite pas au Congo. Madame, ça profite à qui? Aux individus. Madame, les élections coûtent cher au Congo. Très cher au Congo. C'est à chaque cycle électoral qu'on achète les kits électoraux en Chine. C'est à chaque cycle électoral qu'on doit acheminer le matériel à Boudjala, à Bikoro, à Chabunda, dans des conditions de précarité énormes. Et ça coûte la RDC. Et nous allons maintenant dans ce qu'on appelle le processus électoral. Aujourd'hui, madame, ce processus électoral profite à qui? Ce processus électoral divise les Congolais. Nous voyons comment est-ce que le paisible citoyen congolais, frères et sœurs, s'est divisé. Ces élections ici amplifient les discours
tribaux. Et pourquoi cette situation, d'après vous? Mais pourquoi? Parce que ils trouvent leur intérêt dans les élections, parce qu'ils seront élus, il sera ministre, il sera député, on va lui payer le montant qu'on a décrié ici. Je n'aime pas citer le montant, à un moment ça énerve. Voyez un peu, vous avez un territoire où vous avez 50 candidats pour un seul poste. Au regard des discours, vous n'avez pas un bilan, vous n'avez pas un programme cohérent à présenter à la population, vous allez nous amener des discours de haine, des discours tribaux. Et qu'est-ce que vous proposez alors? Parce qu'on vous entend parler, c'est comme si vous n'êtes pas d'accord avec le processus électoral, c'est ça, non? Je suis d'accord avec le processus électoral parce que c'est constitutionnel, c'est une démarche constitutionnelle. Et maintenant, qu'est-ce que... Individu que je suis, que je dise oui ou non, eh bien, c'est la loi suprême. Et on est tenu à respecter. On est tenu à respecter. Nous devons organiser des élections à chaque cycle de 5 ans, qui est une bonne chose. Mais du moins, ça c'est ma façon de voir les choses. Je ne suis pas expert de la CENI, mais en tant qu'observateur, en tant qu'intellectuel, en tant que Congolais aguerri, les questions politiques me préoccupent. Aujourd'hui, mais oui, on l'a déjà dit, si tu ne t'intéresses pas à la politique s'intéresse à toi. Voyez un peu. Et elle va s'occuper même de toi. Oui, aujourd'hui, le mécanisme d'organiser les élections doit être revu. La procédure, madame, nous avons l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA. Ces étudiants-là, vous avez l'ISPT, pour ne pas faire la publicité de ces deux institutions d'enseignement supérieur. Comment nous pouvons acheter les kits électoraux en Chine, en Turquie? On passe un marché de 1 million, de 2 millions, je ne sais pas le montant. Mais nous pouvons faire fabriquer des kits électoraux. C'est un isoloir en carton. C'est un isoloir, je ne sais pas. On peut le faire localement ici. On donne l'emploi à ces jeunes. On donne du boulot à ces universités. On finance les universités. Voilà, nous avons autant de centres électoraux. Nous avons autant d'électeurs. Nous aurons besoin autant de kits électoraux. Eh bien, fabriquez-nous ces kits électoraux avec des matériaux locaux, produits localement. Et on le vend. Consommons local. Consommons local. S'agissant du refus du FCC. Est-ce que ça a de l'impact sur le processus? Quoi ça? Le refus du FCC. Je poursuis ma démarche. Le refus du FCC, c'est un choix politique. La FCC, c'est un regroupement. C'est une asbelle. Ça n'a aucun impact sur le processus électoral. Mais dis-moi, ça n'a aucun impact. C'est un non-événement. Mais dis-moi... Non-événement. Oui, c'est un non-événement. Mais dis-moi, ma grande surprise, c'est laquelle? Laquelle? Aujourd'hui, l'autorité morale du FCC, je cite le sénateur Avi Joseph Kabila, c'est un acteur principal de l'alternance politique dans ces pays ici. Exactement. Si aujourd'hui nous avons ces 4 cycles électoraux, c'est à cause d'un individu. Qui a accepté la passation pacifique. Bon, il a accepté, mais dis-moi, c'était une obligation constitutionnelle. Mais dis-moi, ce Joseph Kabila, cet acteur politique qui a rendu possible le cycle électoral. Aujourd'hui, il y a un garçon de 20 ans, de 21 ans, il obtient sa carte d'électeur, il part voter. Je crois que le FCC doit revoir un peu sa façon de voir les choses. Je ne sais pas, je me pose la question. Cette décision, c'est une décision de l'autorité morale. Cette décision, c'est une décision, du secrétaire Chadari. Est-ce que le citoyen congolais qui est membre du IFCC va se permettre de ne pas saler son relais? Parce que avoir sa carte qui est considérée comme carte d'identité aujourd'hui. Vous imaginez, voyez un peu, nous devons être un peu, on doit se dépasser. Et entre-temps, ils étaient en train de dire que c'est Kabila leur candidat pour les prochaines élections. Et d'un côté, ils ne vont pas s'enrôler. Est-ce qu'ils iront aux élections? Ou par quel mécanisme ils vont se présenter avec leurs candidats? Oui, allez-y comprendre que c'est pourquoi j'ai dit que cette décision est un non-événement. Nous voulons avoir le Congolais uni, au-delà de courants politiques, parce que nous avons un patrimoine commun qui est la RDC. Même c'est du FCC, même c'est de la MOUCA, c'est de l'UDPS. Tous ces acteurs politiques visent le développement du Congo, visent le bien-être du Congo. Aujourd'hui, madame, je vous dis, les élections au Congo, dans le contexte actuel, ne facilitent pas le développement. Les élections divisent les gens. Les gens s'insultent. Les gens s'entretuent. Vous avez quand même appris que le candidat du FCC, candidat président, c'était Joseph Kabila, non?
Ils ont dit Joseph Kabila va se présenter au Nous l'apprenons par de voie non officielle. Mais dis-moi, il est libre de poser sa candidature. Mais lorsque déjà d'un côté, ils ne vont pas se faire enrôler. C'est pourquoi j'ai dit il y a une confusion, je ne sais pas si c'est de l'amalgame, autour de ces acteurs politiques que nous observons. Moi, j'observe. La population observe. Vous dites votre candidat, c'est le sénateur à vie Joseph Kabila. De l'autre côté, vous dites non, voilà, nous n'allons pas participer à ce cycle électoral. C'est une contradiction. Vous vous moquez de qui? Il se moque de qui? Peut-être... De la population? De la population. Non, non. Il se moque de ce peuple-là qui ne sont pas aguerris. Pour moi qui suis aguerri, quand je vois le comportement des acteurs politiques, de la majorité et de l'opposition, de la société civile, eh bien, on s'est dit, il faut voter utile. Lors du Conseil de ministres, le Conseil de ministres est organisé dernièrement par le président, voilà, autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous apprenons de certaines sources que le président de la République aurait désapprouvé le discours des ministres, notamment le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbou. Comment est-ce que vous voyez cette démarche du président de la République de remettre à l'ordre certains ministres? Oui, je crois que la démarche elle est bonne parce qu'aujourd'hui, le président de la République prône la cohésion nationale. Madame, nous on a appris, moi j'étais encore enfant, vous connaissez le gouverneur Nkondeville Kinkanda, un gouverneur natif du Congo central, Bas-Zaïre de l'époque. Il a été nommé gouverneur au Nord Kivu. Il a travaillé longtemps au Nord Kivu. Même pendant le cycle électoral en 2006, il a été élu au Nord Kivu. Un natif du Congo central, il n'est pas ressortissant de là. L'ancien paix à son âme, Koagialo, gouverneur du Chaba, du Grand Katanga, il était de l'Équateur. Moi, mon papa a travaillé, il travaille aujourd'hui dans l'administration, dans la police, c'est un officier général de l'armée. Il a travaillé non pas dans sa province d'origine. Aujourd'hui, on avait des administrateurs du territoire tués du Congo central, on t'envoie à Mbujimayi. Voyez un peu. C'est ça la cohésion que nous prenons. Mais aujourd'hui, on dit voilà, pour être élu gouverneur au Congo central, vous devez être originaire. Nous qui ne sommes pas originaires de Kinshasa, je ne me ferai pas élire à Kinshasa. Si je vais au Congo central, parce que je ne suis pas originaire de Congo central, quand bien même je suis en train de poser des actions sociales de proximité, c'est ma connotation, mon origine, ne va pas me permettre d'aider le Congo. Parce que quand vous occupez un poste politique, c'est pour le bien-être, c'est pour l'intérêt général. Que vous soyez du Congo central, vous êtes élu à Maïndombe, vous servez les Congolais. Donc, le Congolais doit se sentir à l'aise, non pas seulement dans son fief d'origine ou dans sa province, mais partout ailleurs. Madame, j'ai dit, moi je suis le témoin vivant des mutations, des mises en place. On circulait à travers le Zaïre de l'époque. On quittait Mboujima et Gbadolité, vous arrivez là-bas, vous avez vos frères Ngwandi, vous avez vos frères Ngala, on vous reçoit. J'étais à l'aise partout. À l'aise, je parle pratiquement. Et c'est que certaines personnes estiment aujourd'hui que ce sont les politiciens qui essaient un peu d'arrêter cette façon de vivre des Congolais. Mais comment un ministre originaire d'une même province que son frère, et ce frère-là a posé des actes palpables, visibles dans ces terroirs-là, pour des raisons électorales, pour des raisons politiciennes, pour flatter le chef de l'État, vous dites, eh ben, allez-y comprendre des hommes politiques, ils ont des enfants, ils ont des neveux, ils ont des nièces. Moi, à la télévision, en train d'observer mon oncle, mon grand frère, en train d'insulter son frère, qui, dans le passé, m'a présenté, il dit, Wanande Konangaï. Mais aujourd'hui, il insulte ses frères. Allez-y comprendre comment est-ce que les élections divisent les Congolais. Voilà pourquoi vous insistez sur la division. Les élections divisent. Les élections divisent, madame. Les élections divisent les Congolais. Vous avez suivi le ministre de l'Essuie, Mwindo Nzangi, qui est revenu sur la démission de 2 membres du gouvernement, membres de l'Union, membres de Ensemble pour la République, qui ont suivi le mot d'ordre de leur président, Moïse Katumbi. Est-ce une bonne façon de nos dirigeants de faire les choses dès lors qu'ils sont au gouvernement pour servir la population,
mais entre-temps, ils sont au lieu d'être au service de la population, ils sont au service de leur parti politique. Oui, merci madame pour cette question. À travers la démission de Christian Mwando et Chéribin, vice-ministre de la santé. Oui, il y a une démarche loyale qui se manifeste autour de cette démission. Mais au fond, à qui profite cette démission? Ça profite à leur président du parti. À leur président du parti. Alors qu'ils étaient au service de la population. Ils étaient au service de la population. Attention avec ce qu'on appelle la loyauté. Être loyal à un individu et être loyal à la nation. Vous allez choisir quelle loyauté? Je préfère être loyal. La loyauté de l'individu. Alors, la preuve, ils sont partis. Aujourd'hui, c'est ça ce qui pose problème. Aujourd'hui, les alliances se font autour des individus. Or, dans le contexte actuel de la RDC, les alliances doivent être tournées autour des idéaux, autour des visions qui seront débattues et présentées à la population pour une offre sociale correcte, cohérente, en faveur de la population. Aujourd'hui, nous sommes là autour des individus. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui cette campagne électorale. On n'a pas encore commencé la campagne électorale. Mais les gens sont déjà en campagne. Tous les acteurs publics là, qui sont au service de la nation, ministres, ADG, je ne sais pas que ce soit, ils sont tous en campagne. Donc, c'est-à-dire, ils ne vont plus servir la nation. Ils ne vont plus servir le Congo. Ils se servent maintenant pour qu'ils soient votés parce que ces ministres ont l'argent. Il a été payé autant de mois, il a un frais de fonctionnement. Facilement, il va battre son campagne. Pour un paisible citoyen qui a des idées, qui a une vision de développement pour sa communauté, qui n'a pas de moyens. C'est là que la population doit comprendre qu'on doit voter utile. C'est ça. Madame, Messieurs, place au dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Et là, nous allons parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je crois d'abord, je ne sais pas si vous observez avec moi, mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus normalement autour du président Kagame, parce que depuis que le monde entier a vu ce qu'il fait, nous avons démontré notamment à travers les livres blancs, les rapports des experts est venu confirmer l'agression de la RDC, j'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement, parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'ils ne tiennent des propos qui sont assez dangereux et qui concernent la République démocratique du Congo. Mais il y a des points que nous devons rappeler. Premièrement, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État étaient là, à Luanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons distraits. Derrière le président de la République, nous travaillons à défendre l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes engagés, et vous avez suivi tous les communiqués qui sont sortis dans le processus de Luanda, où chacun a ses responsabilités. Il ne faut pas que le Rwanda se dérobe de sa part de responsabilité. Parce que sur la question des réfugiés, nous sommes disposés à accueillir nos frères. Évidemment, nous devons faire le travail des contrôles, c'est procédural, pour nous assurer que derrière les réfugiés, nous connaissons les méthodes, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent. Et de ces points de vue, nous, on a fait notre part, qu'ils fassent la leur. Et donc aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus qui, pour nous, est le plus important, reconstruire notre appareil sécuritaire. Nous avons souscrit à une dynamique qui nous permettra d'arriver à la paix, et nous voulons, nous, arriver à cela. Le 4e cycle électoral est déjà lancé. C'est mercredi. Le membre de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo et son autorité morale étaient au centre Nganda pour une matinée politique. Au cours de cette manifestation, la ministre du portefeuille, Adèle Kainda, a donné le mot d'ordre à ses membres se trouvant à Kinshasa comme en province
d'aller s'enrôler massivement en marge des élections prévues au mois de décembre 2023. Fachi Beton, comme il s'est enrôlé en Bandaka, ça symbolise de l'eau et personne ne peut compter les poissons. Ce qui veut dire la victoire de Fachi Beton, les voix seront tellement nombreuses que personne ne peut compter 2023. Dans la suite, l'autorité morale du parti a accompli son devoir civique en s'enrôlant au bureau de vote de l'école Batela, située au quartier Jamaïque, dans la commune de Kitambo. Je suis venu pour accomplir ce devoir civique de m'enrôler pour que nous, partis politiques ALDEC, puissions arriver à donner un second mandat au président de la République, chef de l'État, Fachi Beton. ALDEC le fait hisser à la magistrature suprême au second mandat en lui accordant aussi une majorité confortable. Avec l'enrôlement, la CENI aura les moyens de présenter au Parlement congolais les textes de loi sur la répartition des sièges, d'où l'appel lancé par Adel Kaïnda, invitant ses membres à s'enrôler massivement. C'est dans l'avant-midi de ce jeudi 12 janvier 2023 que la délégation congolaise est arrivée au Parlement belge. Un moment d'accolade et de présentation. Bienvenue encore chez nous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui vous souhaite excellente. Est-ce que le cycle de la pluie est un bon cycle pour vous? Comment il n'est pas abondante, c'était un bon cycle. En Afrique, oui, mais c'était un peu trop. Voilà. Bienvenue à toute la délégation. Merci. Ensuite, cette délégation, avec en tête le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, va être conduite auprès de la présidente de la Chambre des représentants du Parlement fédéral belge, Eliane Tellieu. Au cours de ce face-à-face, des personnalités ont abordé les questions sécuritaires et électorales. Nous avons parlé de la situation de crise sécuritaire, les conséquences humanitaires que cela entraîne et les obstacles que cette guerre forme quant à l'organisation des élections. Nous avons parlé de tout cela et nous avons demandé l'assistance, l'accompagnement du gouvernement belge, aussi bien pour la fin de la guerre, pour l'aide humanitaire et pour les transports, afin que les élections, le matériel soient transportés à plus bref délai dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Pour rappel, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, accompagné de quelques élus nationaux, est arrivé en Belgique le mardi 10 janvier 2023. C'est par des séances photos que s'est clôturée cette rencontre, histoire d'immortaliser ce moment. Joël Kiana, la République démocratique du Congo a expédié le premier lot de l'or vers les Émirats arabes. Quel est le bénéfice que tire la République démocratique du Congo de cette opération qui a eu lieu en présence du président de la République? Merci beaucoup, madame. Je crois que cette première expédition marque, comme je l'ai toujours dit, le souci, sinon l'implication du chef de l'État pour le développement de la RDC. Ça, il faut qu'on se le dise. À travers toutes les sorties médiatiques des autorités en place, ils disent toujours « nous prenons pour le développement de la RDC ». Mais moi, je crois que cette coopération doit être beaucoup plus bénéfique aux Congolais, à la population dominée, à celui qui souffre. Pourquoi? Parce que nous le savons, les Émirats ont des grands capitaux, des très grands capitaux. Et cette coopération, selon moi, mon point de vue en tant qu'analyste, je dis cette coopération doit profiter au développement local à travers une coopération gagnant-gagnant, à travers le partage. La République même l'avait dit, non, désormais, ce sont des investissements ou des affaires gagnant-gagnant, 50-50.
Oui, nous voulons voir le résultat. L'acteur politique, sinon l'acteur dans l'action publique, au-delà du discours, nous avons besoin de résultats. Nous avons vu, nous avons palpé. Moi, j'ai vu le chef de l'État toucher une pièce de lingots d'or à travers ses partenaires, les Émirats arabes unis. Ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent venir investir ici au Congo dans le partage des technologies, dans les échanges, dans les infrastructures, les écoles. Pourquoi ne pas aussi mettre en place une mesure dans la mesure du possible où on doit transformer l'or ici à Kinshasa localement, là où la matière elle est produite. Je ne sais pas, à Bukavu, à Goma, à Ituri, au Katanga, au Lualaba, et nous voyons tous ces investisseurs venir acheter de l'or localement. Et ça serait encore plus bénéfique ça pour serait les encore RDC. plus bénéfique pour les RDC, mais du moins, nous encourageons cette première démarche. Parlons maintenant de l'Est de la République démocratique du Congo. Kagame, le Rwanda, a décidé de ne plus accueillir les réfugiés sur son sol. Comment est-ce que vous voyez cette décision de Paul Kagame, aujourd'hui agresseur de la RDC? Madame, depuis un certain temps, on voit Paul Kagame faire des sorties médiatiques. Et certaines sorties médiatiques, ce sont des non-événements. Le propos de Kagame aujourd'hui traduit la fin d'un régime sanguinaire. Madame, je vous dis, aujourd'hui, le régime Kagame, c'est à la fin. Tous ces propos, toutes ces sorties médiatiques traduisent la fin d'un régime à chaque chose à son temps. Aujourd'hui, Kagame ne faisait pas de sorties médiatiques. Kagame ne parlait pas sur des questions de la République démocratique du Congo. Parce qu'il se disait... Le porte-parole du gouvernement a même dit que rien ne fonctionne plus normalement dans le chef du président rwandais. Merci beaucoup pour cette information. Voyez un peu. Parce qu'on a incriminé le M23. Je disais, c'est le M23, ce n'est pas le Rwanda. Aujourd'hui, cette sortie médiatique, le propos de Paul Kagame traduit la fin d'un régime sanguinaire qui a endeuillé le Congo, les familles congolaises, pendant plus de 2 décennies, madame. Je crois que la position de faiblesse, la position sinon de la fin d'un régime sanguinaire doit profiter à la République démocratique du Congo en mettant en place une politique forte sur le plan diplomatique, même sur le plan de l'organisation interne. Madame, on n'a pas que le Rwanda comme voisin, on n'a pas que le Burundi sinon l'Ouganda comme voisin. Pourquoi il n'y a que les gens qui meurent, il n'y a que les gens qui meurent à l'Est. Nous avons l'Angola. À Kinshasa, nous sommes voisins à un pays, le Congo-Brazzaville. À Kinshasa, les gens ne meurent pas. Pourquoi? Alors, moi, en tant que technicien de l'organisation spatiale, au-delà de la politique diplomatique que l'État congolais doit mettre en place, eh ben, nous avons un ministère de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, aujourd'hui, cette politique doit prendre en compte les questions sécuritaires, voir comment réorganiser. Madame, aujourd'hui, l'aménagement du territoire a la compétence d'organiser les hommes, les équipements, les activités de façon équilibrée. Pour moi, je souhaite ce qui suit. Nous avons 9 frontières, à moins que je me trompe. Toutes ces frontières-là, des localités, sinon des territoires, des cités, doivent être bien aménagées. Ça doit être des cités, des centres urbains. Et développer des équipements de défense, des écoles militaires, des centres de formation militaire. Vous pensez que comme ce n'est pas organisé, c'est là que ça facilite les rebelles à faire des... La nature horaire du vide, madame. Vous arrivez dans une localité de autant de kilomètres carrés, vous n'avez que 5 policiers par poste. Mais et le rebelle est là posé, il reste et il intimide la population parce que la population elle est vulnérable. Vous trouvez des cases réparties à travers un espace où vous n'avez que la brousse, il y a le noir. Madame, c'est difficile pour que le rebelle puisse s'implanter à Kinshasa. Nous avons vu en 1998, quand nous étions attaqués, facilement nos amis, nos compatriotes de la Tchangou ont déniché des rebelles. C'est difficile. La rébellion est différente du banditisme urbain de Koulouna. La rébellion, parce que... Pourquoi est-ce qu'ils occupent ces poches-là? Vous avez toute une étendue de parcs vides. Alors, à travers cette démarche, nous sommes héritiers d'un pays post-conflit. Nous sommes héritiers de la guerre. Aujourd'hui, madame,
Nous sommes obligés à vivre avec le Rwanda. C'est un voisin direct. Il y a la société civile du Nord Kivu aujourd'hui qui annonce des manifestations contre l'attitude du gouvernement congolais et de l'EAC en ce qui concerne l'insécurité dans la partie est du pays. Oui, je crois que c'est un signal fort. C'est un moyen pour lequel cette communauté locale est en train de mener des actions pour motiver l'action du gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'EAC? Oui, l'opération de l'EAC. Oui, l'opération. Oui, je crois que je suis d'accord avec ça. En tant qu'observateur, je ne suis pas professionnel militaire. Je vois le sens, je vois cette opération dans un sens formel. Voyez un peu. Au-delà qui est de connotation politique, voilà, cette coopération ne va pas aider le pays à sortir de cette crise sécuritaire, mais dis-moi, je crois que c'est une première. Accordons aussi le temps. Cette guerre a commencé il y a de cela plus de 2 décennies. Le président de la République est arrivé il n'y a même pas 5 ans, il n'y a même pas 4 ans. Il ne mettra pas fin à une guerre subitement, automatiquement, par un bâton magique qui dit voilà, c'est fini, fin de la guerre. Non, c'est tout un processus. Une guerre qui a duré plus de 20 ans, 30 ans, voire même plus. Parce que l'histoire de l'Est du pays n'a pas commencé aujourd'hui, ça date de très longtemps. Aujourd'hui. Donc, vous voyez un peu, donnons la chance aux autorités, mais il faut avoir un œil regardant à ces autorités. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des manifestations à travers... pression sur le gouvernement, hein, oui, sur les autorités. C'est le rôle de la population, c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle de l'Assemblée provinciale, c'est le rôle de l'Assemblée nationale. Il faut motiver, il faut un peu pousser, mais du moins, soyons confiants à l'autorité que nous avons établie. Il était sur les bancs pendant plusieurs mois. Enfin, il a pris la décision de démissionner. Richard Mouyej. Comment est-ce que vous voyez la décision de Richard Mouyej de démissionner comme gouverneur du Lualaba? Je garde un bon souvenir de cet acteur. Il fut ministre de l'Intérieur, il fut commissaire spécial quand on a démembré le Grand Katanga. Il a été élu gouverneur. On a vu ses actions à travers la province du Lualaba. Je crois qu'au-delà que peut avoir cette démission en connotation politique, mais c'est un acte courageux d'un acteur politique. Moi, je l'encourage. Voyez un peu. Au-delà qu'il sorte par la petite porte, il est sorti par la grande porte. Nous avons vu tout ce qu'il a mené comme action à travers la province. Étant donné que la continuité de l'État oblige, nous voyons l'actuel gouverneur intérimaire Fifi Masuka continuer cette vision qui a été mise ensemble par ces 2 acteurs. Richard Mouyej était titulaire, Fifi Masuka était son adjointe. Voyez un peu. Elle est en train de poursuivre cette vision au regard de potentialités qui regorgent là-bas aujourd'hui. En tout cas, c'est la province, si je peux dire, la plus riche, avec tout ce qu'elle regorge. C'était un ticket, Richard Mouyej et Fifi Masuka et Richard Debo. Donc, que dit la loi? Le gouvernement tombe? Je ne sais pas interpréter la loi tout de suite là. Laissons le législateur, laissons celui qui a la compétence d'interpréter les différentes lois du pays, de juger. Nous voyons à travers les réseaux sociaux, on dit voilà, Fifi Masuka doit tomber automatiquement. Je ne sais pas, en cas de démission, en cas de déchéance, quelle est la disposition prévue par la loi? Il a démissionné. C'est complètement fini pour le rendez-vous de la semaine. Les papes est attendu en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous attendez de l'arrivée du pape François? Il sera bien accueilli. Ce n'est pas pour la première fois que le pape arrive ici à Kinshasa. Le pape est arrivé à l'époque du maréchal Mobutu. Et je crois que sur le plan diplomatique, c'est un message fort. Nous sommes un pays endeuillé. Nous sommes un pays qu'on a martyrisé. On nous a tués. Et surtout que le thème du pape met l'accent sur la paix. Sur la paix. Réconciliation. Réconciliation. Pour la paix. Et on doit d'abord réconcilier également le Congolais, les acteurs politiques. Vous pensez que ça va résoudre des problèmes? Je crois. Parce que nous avons un patrimoine commun. Nous n'avons que le Congo comme héritage. Pourquoi se séparer, madame? Nous ne pouvons pas avoir la même appartenance politique. Nous pouvons avoir des visions différentes. Mais étant donné qu'au centre de nous, il n'y a que le Congo comme héritage, nous devons garder, nous devons pérenniser cette paix.
Et ce qui se passe aujourd'hui à travers le lancement de ces processus électoraux montre à suffisance que le problème du Congo, c'est le Congolais d'abord lui-même. C'est complètement fini pour le rendez-vous de la semaine. Est-ce que vous avez oublié de dire un mot à la population et ce sera votre dernier mot? Je dis merci d'abord pour cette opportunité. Je crois que le média aujourd'hui constitue un canal par lequel nous passons le message, par lequel nous nous exprimons à travers notre expertise, nos compétences, pour voir à la face du monde combien nous sommes utiles pour participer au développement de ces pays. Chère population, chers Quinois, je salue les urbanistes congolais, je leur souhaite une heureuse année 2023. Nous n'avons que le Congo comme héritage commun et nous devons protéger ce pays, nous devons protéger nos espaces, nous devons protéger nos communes, nos villes. Je vous dis merci, madame. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, d'avoir été très nombreux au rendez-vous de notre rendez-vous de la semaine et merci de continuer toujours à faire confiance à Congo Web Télévision. Merci beaucoup à notre invité de ce jour, Joël Kiana, président national de la Corporation des urbanistes de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Et merci beaucoup à vous. Je ne cesserai de le dire, Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, notre magazine. Info 7, c'est votre magazine. Restez fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de Info 7. Au revoir.